Bien, heureusement que ceux qui sont passés avant moi ont dit beaucoup de choses parce que j'en ai aussi beaucoup à vous dire. Je voudrais ce soir vous parler d'amour. Pas comme le fait Mme Taubira lorsqu'elle répond aux députés à l'Assemblée nationale, ça tient plus de la criée à Concarneau que de la Sérénade. Je voudrais vous parler d'amour avant de vous parler des conséquences de ce projet de loi sur les enfants et sur la société, conséquences qui ont déjà été largement abordées. Parce que c'est précisément au nom de l'amour, et de l'amour homosexuel en particulier, qu'on veut faire passer cette loi. L'essayiste et écrivain homosexuel Philippe Arignot, qui a pris depuis le départ parti contre cette loi, et dont je vous recommande la lecture, tant de son blog, qui s'appelle L'araignée du désert, que de ses ouvrages. Il a écrit récemment un petit opuscule qui s'appelle L'homosexualité en vérité. Donc il a récemment créé une polémique parce qu'il trouvait que la question de l'homosexualité avait été en grande partie évacuée de notre discours et que nous avons focalisé sur les conséquences de ce projet. Je pense que nous avons bien fait de parler des conséquences, mais que nous n'avons peut-être pas suffisamment abordé ce thème de l'homosexualité et que nous avons peut-être laissé un peu de côté les raisons pour lesquelles cette loi a été promulguée, veut être promulguée. Pour lui, et je le rejoins, cette question devrait être au cœur du débat actuel. De ce fait, même si nous utilisons des arguments de raison, et nous en utilisons beaucoup, et nous sommes effectivement dans la raison, et nous avons effectivement raison, nous ne nous confrontons pas aux arguments de nos adversaires qui, eux, sont chargés d'émotionnel. Parce que la plupart d'entre eux sont des gens dont la sensibilité est à fleur de peau. Les conséquences de ce projet, c'est un peu le cadet de leurs soucis. Lorsqu'on voit les réponses qu'a fait M. Binet en particulier, donc ce dont nous a parlé Jérôme Brunet, mais j'ai eu d'autres exemples, ou confronté par exemple à la juriste Omirkovitz qui lui pointait des difficultés particulières au niveau de la législation qui allaient être entraînées par ce projet de loi, eh bien, M. Binet répondait « on trouvera bien ». Donc les conséquences, c'est un peu le cadet de leurs soucis et actuellement ce qui les préoccupe, et on l'entend bien dans leur discours, leur revendication, elle tient en 5 mots actuellement, et ces mots auxquels nous ne donnons peut-être pas suffisamment de réponses, c'est les mots amour, c'est les mots droit, c'est les mots égalité, c'est les mots homosexualité et homophobie. Et nous nous trouvons donc dans un dialogue de sourds parce que nous ne répondons pas, à mon avis, suffisamment à ces revendications. C'est pour ça que je voudrais saluer tout particulièrement le discours de Jean-Pierre et celui que nous fera tout à l'heure Xavier juste après moi, parce que je pense que leur présence parmi nous est particulièrement importante. Les partisans du mariage pour tous sont dans leur majorité des gens sincères. Ils ne cherchent pas à nier la différence des sexes, mais simplement, et c'est pas rien, à la relativiser, à la considérer comme accessoire. Pour eux, la différence des sexes n'a rien à voir avec l'amour. En gros, l'amour n'a pas de sexe. Et je vais tenter de vous démontrer le contraire. Je vais donc commencer par vous parler d'amour et de mariage. En 2006, le chercheur scandinave Gunnar Andersson a publié une étude sur la stabilité des couples scandinaves mariés en fonction de leur composition. Sachant qu'en Suède et en Norvège, le mariage de couples de même sexe a été légalisé dans le milieu des années 90. Il se trouve que les couples de femmes se séparent 2,5 fois plus souvent que les couples hommes-femmes. Les couples d'hommes sont un peu plus stables, avec une fréquence de rupture de 1,5 fois plus importante que les couples hommes-femmes, donc les couples d'hommes. En revanche, ils connaissent des taux d'infidélité conjugale nettement supérieurs. Ce qui est remarquable dans cette étude, c'est que cette étude a été reprise récemment et qu'on retrouve exactement les mêmes tendances. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose qui serait lié à la société qui n'aurait pas évolué, puisque depuis 10 ans, on retrouve les mêmes choses malgré l'évolution de la société. Et ce qui est assez intéressant, c'est que récemment, donc, on a publié les mêmes chiffres concernant la Belgique,
et qu'on retrouve pratiquement les mêmes tendances, c'est-à-dire 21% de divorces en plus sur les couples d'hommes, 76% de divorces en plus chez les couples de femmes. Il semble donc, effectivement, que ce phénomène soit relativement constant dans le temps. Comment l'expliquer ? On sait que notre psychologie est dès la naissance en grande partie conditionnée par notre sexe biologique. Et ça, ce sont des gens, par exemple, comme Baron Cohen, qui l'ont prouvé sur des nouveau-nés. En montrant à des nouveau-nés des images qui représentaient des visages avec des expressions ou des images qui représentaient des objets en mouvement. Eh bien, on voit que l'intérêt des petites filles se porte davantage vers les visages et l'intérêt des petits garçons vers les objets en mouvement. Donc notre psychologie elle-même est déterminée par notre sexe. Or, nos besoins en termes affectifs et psychologiques sont conditionnés davantage par notre sexe que par notre orientation sexuelle. De fait, la psychologie, la façon dont les personnes homosexuelles vivent leur sexualité est très marquée par leur sexe biologique. Voilà. Donc les femmes, en général, ont un plus haut degré d'exigence sur le plan émotionnel et les besoins affectifs et psychologiques des hommes sont encore différents. Or, quelle que soit l'orientation sexuelle, les besoins affectifs et psychologiques d'une personne sembleraient mieux remplis par une personne du sexe opposé que par une personne du même sexe. Si le désir homosexuel, quelle que soit sa sincérité, est différent du désir homme-femme, eh bien on voit qu'il y a une contradiction quelque part, parce qu'il ne répond pas tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est difficile à vivre, qu'il est fragile, pas seulement pour des raisons sociétales, mais aussi pour des raisons intrinsèques. Donc si ce désir, quelle que soit sa sincérité, est différent, eh bien c'est parce qu'il est en soi discordant avec les besoins psychologiques et affectifs de l'homme ou de la femme qui les vit. Le mariage n'est pas une question d'orientation sexuelle. Il est fondé sur la différence des sexes, qui est d'abord un besoin fondamental de l'homme et de la femme. J'en viens à la question de l'homoparentalité. Tout d'abord, il me paraît important de rappeler qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère qui s'aiment. Et ça, c'est important. Si on ne précise pas ce dernier point, on risque de comparer des bonnes poires avec de mauvaises pommes, ce que dans les polémiques actuelles on fait sans arrêt. Ça nous a été rappelé notamment par Anne-Claude tout à l'heure. Tout d'abord, le terme d'homoparentalité décrit des réalités extrêmement diverses et qu'il conviendrait de distinguer pour pouvoir les étudier sérieusement, ce qu'aucune étude ne fait pratiquement. Il conviendrait entre autres de distinguer les situations d'homophiliation qui sont liées par exemple à la GPA et à la PMA, des situations d'homoéducation qui sont les plus fréquentes actuellement en France. Ces situations, ce sont les situations de couples primitivement hommes-femmes qui se sont séparés et dont l'un des deux parents vit avec un parent du même sexe. Concernant la filiation, rapidement, on ne peut que trouver déplorable la nouvelle disposition de la loi, entre autres, concernant les noms de famille, qui va devenir un véritable capharnaüm au niveau des repères. C'est-à-dire que cette loi dit, en gros, qu'il va falloir accoler le nom des deux parents, quel que soit leur sexe, et que lorsqu'ils ne seront pas d'accord sur l'ordre dans lequel ces deux noms vont être accolés, on les accolera suivant l'ordre alphabétique. On va pouvoir se repérer dans tout ça. Dans quelques générations, tout le monde aura un nom qui commencera par A. En ce qui concerne les situations d'homo-éducation, l'étude de Marc Rignerus parue en juillet 2012, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, et qui compare les résultats de différentes structures familiales chez des jeunes adultes qui en sont issus sur des critères à la fois sociaux, des critères de bien-être, des critères de scolarité, de réussite professionnelle, de réussite affective. Eh bien, cette étude montre que c'est la structure familiale composée de deux parents de même sexe qui se révèle la plus stable et la plus favorable au bien-être de l'enfant.
Cette étude a subi de très nombreuses critiques et de nombreuses attaques qui ont amené son auteur à publier un article en novembre 2012 dans lequel il répond point par point à chacune de ces attaques et de ces critiques. Pour l'Assemblée nationale, devant le rapporteur, a été demandé un rapport de l'Académie de médecine. Rapport auquel j'ai en partie contribué et qui a été donc fait par le professeur Maurel Simeoni, chef de service à l'hôpital Robert Debré. Ce rapport était, je dirais, honnête, prenait relativement peu parti. Et lorsque j'ai présenté les dernières études et les derniers papiers qui étaient sortis de Marc Rémérus, qui m'a également envoyé d'autres papiers du professeur Lorraine Marx, notamment sur la revue de la littérature qui a été faite au sujet de l'homoparentalité, une revue très critique, notamment remettant en cause l'avis de l'Association des psychiatres américains qui fait actuellement la loi, et dont la commission est composée pratiquement exclusivement de personnes homosexuelles militantes. Eh bien, lorsque j'ai remis ces dernières études, malheureusement après que le rapport était sorti, le professeur Bruno Falissard, qui est quelqu'un qui fait partie de l'Académie de médecine et qui, par l'intermédiaire du professeur Maurel Simeoni, a lu ces rapports, a déclaré que s'il avait eu entre ses mains ces papiers-là, ça aurait tout changé, et ça aurait tout changé notamment la conclusion finale de ces rapports, qui n'était pas une conclusion favorable au projet de loi, mais qui, disons, était un peu ni figue ni raisin. La question soulevée par l'homoparentalité est d'abord celle de l'importance de la différence des sexes au sein du couple parental. On sait que les interactions entre un père et son enfant, entre une mère et son enfant, sont de nature différente. Ça a été montré à travers des micro-analyses vidéo, et on sait notamment que l'interaction avec la mère se crée dans le cadre de ce qu'on appelle un dialogue tonique, qui est continu, et qui privilégie les échanges émotionnels, alors que l'interaction avec le père se fait dans le cadre d'un dialogue phasique, qui est plus discontinu, et qui est tourné vers l'extérieur, et qui favorise l'autonomie chez l'enfant et la prise de risque. On a également pu montrer que la présence du père dans les premières années de vie était particulièrement importante et avait une influence jusque dans l'adolescence. En particulier, les enfants qui ont bénéficié de la présence d'un père dans leur petite enfance, donc la présence de leurs deux parents en fait, la présence à la fois d'un père et d'une mère, et cette présence différenciée, eh bien, se montraient plus sociables à l'adolescence. Et que ceux qui n'en avaient pas bénéficié, eh bien, avaient plus de difficultés d'intégration, plus de difficultés à prendre des risques, plus de difficultés à parler en public, par exemple. Alors, le rôle du père et de la mère auprès de l'enfant est clairement différencié, comme le montre une expérience scandinave qui est citée par Maurice Berger, qui est professeur de pédopsychiatrie au CHU de Saint-Étienne. Cette étude porte sur des jeunes enfants qui sont élevés principalement par leur père et mis dans des situations de stress, des situations étranges, en présence d'un étranger. Eh bien, on constate que ces jeunes enfants réclament spontanément leur mère, plutôt que leur père, alors que c'est leur père qui s'en occupe le plus souvent, lorsqu'ils sont dans ces situations stressantes. Donc, Maurice Berger en conclut donc que l'homme n'est pas une mère comme les autres. Est-il donc important pour un enfant d'avoir un père et une mère? Eh bien, la question revient à se demander s'il est important d'avoir une main droite et une main gauche. Il arrive que des enfants naissent avec une seule main, ça arrive. Ça ne les empêche pas pour autant de se débrouiller dans la vie, c'est vrai. Bon. Cette capacité à vaincre les situations difficiles a été décrite par Boris Cyrulnik sous le terme de résilience. Je vous montrerai ça maintenant. Ça a été très popularisé. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas tous, en naissant, les mêmes capacités de résilience. Et ceux qui sont les plus faibles, ou les plus malheureux, ou les plus
Je pense notamment aux enfants abandonnés, ceux qui ont le plus de difficultés ont déjà des capacités de résilience qui ont déjà été sérieusement entamées. Bien. Donc, s'il s'avère que des enfants élevés par des couples de même sexe ne manifestent pas, dans leur ensemble, plus de troubles bruyants que les autres, rien ne permet de dire qu'ils ne souffrent pas. Et qu'ils ne souffrent pas d'un profond malaise. Ça n'est pas parce qu'ils réussissent scolairement ou socialement qu'ils n'ont pas des manques importants et que ces manques ne se manifesteront pas plus tard. Les quelques témoignages que j'ai pu recueillir dans ce sens émanent de personnes, curieusement, vous allez voir pas si curieusement que ça, dont les parents sont décédés et qui sont donc de ce fait dégagés envers eux d'un devoir de loyauté, qu'ils décrivent d'ailleurs. Ils disent on n'a pas pu parler avant parce que, eh bien, on se sentait tenu par un devoir de loyauté envers nos parents. Donc, c'est le cas en particulier des enfants, enfin des jeunes adultes qui ont, j'ai presque fini, qui ont témoigné au Sénat. Je vous engage à lire le témoignage d'un homme qui s'appelle Robert Oscar Lopez et qui décrit tout à fait son expérience d'enfant élevé par une mère lesbienne et sa compagne. Vous pouvez regarder, donc j'ai un blog qui s'appelle Servus et Tunulis, et sur ce blog vous verrez donc ce témoignage particulièrement intéressant et qui décrit bien toutes les difficultés en termes d'identification qu'a pu avoir cet homme, qui a maintenant une quarantaine d'années. Je terminerai en vous citant une phrase d'Albert Camus, qui disait « Les générations qui nous ont précédés ont construit la civilisation. Il incombe à la nôtre de ne pas la laisser se défaire. »